Merci Gabrielle d'échanger avec moi. On se connaît depuis super longtemps. Carrément, Heu, 5 ans, je pense, hein. ouais, au moins, la vache. Et je sais que sur le marché, tu vois, quand on parle d'onboarding et quand on parle de best practice, en règle générale, je dis, Daniela, et vu que Daniela, dans ton équipe, est montée dans les hautes sphères, je parle toujours de Pleddy, mais en l'occurrence, on se parle toutes les 2 toujours pour parler d'onboarding puisque, pour moi, vous êtes, la première boîte que je connais qui ait fait ça. Et Sérieux? je sais que vous ouais, ouais, la OK. première boîte à avoir structuré. Et moi, je suis vraiment curieuse de cette spécialisation onboarding que vous avez faite. Je sais que d'autres boîtes aujourd'hui le font, mais connaissant un petit peu le produit Pledzi, vous avez quand même des best practices, vous n'avez pas que Mmh. des call to action à faire pour le client, il y a quand même une montée en compétences. Et donc j'avais Complètement. vraiment envie d'échanger avec toi, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette partie onboarding que vous avez mis en place chez Pledzi. OK. Tu veux te présenter rapidement sur, la boîte, qui tu es et l'équipe que tu as? Ouais, Pleddy, ça a été fondé en 2015. On a maintenant, une quarantaine de collaborateurs et on est un outil, de marketing automation. Donc, nos clients qui démarrent avec nous ont une stratégie digitale, qui consiste à générer un maximum de leads et avec Pleddy ensuite à nurturer ces leads pour les transmettre auprès de leur équipe commerciale qui puisse les signer dans les meilleures conditions et évidemment le plus vite possible. Du coup, lorsque je suis arrivée, il n'y avait pas de CSM, donc c'est le démarrage, j'étais embauchée en même temps que les commerciaux. On Lorsque j'ai démarré, du coup, je faisais tout et les 3 ou 4 personnes qui se sont mis à bosser avec moi rapidement, on faisait également tout et au bout de 2 ans, on a décidé de séparer support, du CS et l'année suivante, on a décidé de séparer le CS et l'onboarding. Chez nous, un onboarding, c'est vraiment une montée en compétences marketing de nos clients. Ça veut dire qu'ils démarrent avec nous, on les forme sur du vocabulaire, on les forme sur de la stratégie parce que généralement, ils ont en tête le fait qu'ils vont mettre en place une stratégie, mais on s'adresse à globalement à des PME et donc ils ont peu de bandes passantes, donc généralement, ils ont pas beaucoup fouillé cette stratégie et donc ce qui leur semble simple n'est pas forcément une évidence. Donc le onboarding chez nous, il y a à la fois la montée en compétences, mais il y a du coup également de la conduite du changement. Et c'est là où ça rend la chose très intéressante, ça nécessite d'avoir des personnes qui sont spécialisées à la fois dans l'outil, dans la pédagogie qu'on met en place et dans les aspects marketing. Donc quand tu parles d'aspect marketing, est-ce que c'est de l'éducation sur le métier du marketing? Vous Ouais, apprenez aux sur la gens stratégie à digitale. Pourquoi est-ce que mon site internet, me génère pas tant de leads alors que j'ai vachement de visiteurs? En fait, il y a des raisons assez simples. mmh, La raison pour laquelle ton taux de conversion n'est pas très bon, c'est qu'il te manque des liens entre tes pages, elles sont pas tournées, vers ton client, mais elles expliquent ce que fait la boîte, donc elles sont tournées vers la boîte. Enfin, il y a plein de petites choses en fait, ce sont des petits détails, mais mis bout à bout, c'est ce qui structure une stratégie. pour que les CSM, pour que les onboarding managers fassent bien leur boulot, il faudrait quand même, pardon, qu'ils aient une certaine, éducation ou un certain nombre d'informations à la base pour bien commencer. Par exemple, quel est l'état des lieux actuel? Quelle est la maturité technologique et métier de leurs clients? Est-ce que ces informations-là sont comment l'information leur est donnée? On a un premier rendez-vous qui s'appelle le kick-off et pendant ce premier rendez-vous, on va se présenter, on va expliquer ce qu'on fait pas et cetera, mais surtout, les 3/4 du rendez-vous, ça va être pour écouter notre client. Et en l'écoutant, on va pouvoir, avoir une idée de son niveau, de maturité digitale. Est-ce qu'il connaît ses chiffres? Est-ce qu'il a des objectifs? Et c'est étonnamment, on a un nombre de clients qui n'ont pas d'objectifs qui est assez surprenant, et ça illustre assez simplement le fait ils sont au démarrage de leur stratégie. Et donc ça, c'est top parce qu'on sait que ce sont des clients qu'on peut emmener loin et assez facilement pour eux. En revanche, ce genre de stratégie et ce genre d'outils, surtout, comme Pleddy et comme d'autres outils sont très structurants. Lorsque vous met en place un outil qui a des process, qui va avoir un impact à la fois sur le market et sur les commerciaux, il y a toute une conduite du changement à faire. Parce que c'est difficile de, demander à quelqu'un de se mouler dans dans un format qu'on a mis en place et donc c'est là où les échanges réguliers, chez nous ça dure à peu près 6 semaines, sont hyper importants. Bah, c'est ce qui permet la montée en compétences. Vous savez, enfin tu sais, lorsque tu fais de la formation, tu as d'abord une montée en compétences très rapide, tu apprends des termes, tu comprends la stratégie au global et puis en fait ensuite il y a une espèce de plateau avant une deuxième étape. Et donc ces 6 semaines permettent de couvrir la première montée en compétences, le plateau
et le démarrage de la suite. Et après, on passe sur des rendez-vous avec un CS trimestriel qui permettent d'accompagner le reste de la Et stratégie. justement, comment tu fais pour savoir, pendant ces 6 semaines, que la personne à qui tu as parlé est quand même qui avale énormément de nouveaux termes, heu, est à jour? Est-ce que vous lui faites passer des examens? Est-ce que vous lui faites passer un mini quiz? Est-ce que vous lui délivrez une certification? Alors, en fait, on fait un peu à l'inverse. On ne fait pas de certification. C'est un truc sur lequel on viendra probablement, mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. En revanche, pour accompagner chacun des échanges qu'on a planifiés, on propose un certain nombre de vidéos, un système de cours. Donc il y a quelques vidéos à regarder qui ont un format chez nous, ce qu'on appelle un format métro. C'est-à-dire qu'elles durent entre, 3 et 8 minutes, J'adore. pour le format transport en commun. Et donc où il y a un collaborateur qui explique comment utiliser une petite partie d'application. Et donc il y a 5-6 vidéos à voir avant le rendez-vous et à l'issue, du visionnage de ces 5 ou 6 vidéos, on propose de remplir un petit quiz. Ce petit quiz, il est en 5 minutes, mais il permet de reprendre les points clés et de dire: «J'ai compris, j'ai pas compris, je veux aller plus loin sur ce point-là». Ce qui fait que lors du rendez-vous, l'enjeu, il est de parler le moins possible du produit et le plus possible de la stratégie. Parce qu'à partir du moment où on est capable de dire: «Bah, moi, j'ai un problème de conversion, je vois bien que j'ai beaucoup de visiteurs, mais peu de leads». On sait qu'en fait, l'enjeu, il va être de créer des contenus parce que le lead, ce qu'il veut, c'est télécharger des documents. Donc il va être du créer du contenu et du coup, le rendez-vous aura pour enjeu d'aller voir quels sont les contenus qui existent déjà et que notre client, en fait, ignore. Il a zappé qu'il pouvait utiliser tout ce qui existe chez lui en interne. Mais pendant ce rendez-vous, il faut quand même pour arriver à ce rendez-vous avec ton onboarding manager, il faut que le client ait vu un certain nombre de contenus. Est-ce que s'il n'a pas vu les contenus, le CSM refuse le rendez-vous? On s'est posé la question. Mais en réalité, non, on ne le refuse pas. On dit qu'on va le refuser, mais on ne refuse pas parce qu'on a un client face à nous et qui nous consacre quand même du temps, qui l'a calé dans son agenda. En revanche, on va être très clair juste avant le rendez-vous, ou au démarrage en lui disant: «Voilà, je constate que tu n'as pas vu les vidéos, tu n'as pas répondu au quiz, donc ce rendez-vous, ça va être la répétition des vidéos. Stratégiquement, c'est moins intéressant pour toi parce que tu vas perdre un peu 1 heure de ton temps, mais c'est 1 heure qu'on ne va pas récupérer plus tard. Est-ce qu'on le conserve ou est-ce qu'on le décale?» OK. Et Et donc, lorsqu'on n'a pas reçu et en fait, c'est assez rare, hein, qu'on reçoive pas le quiz d'une personne qu'on forme et donc ce message est envoyé 24 ou 48 heures avant et souvent, ça fait le déclic pour que tout le monde mmh, visionne. ouais, surtout que c'est des vidéos courtes, donc tu ne peux Ouais. pas ne pas les voir, OK. En fait, ce qui est très difficile et c'est pour ça que les formations, un onboarding, c'est important qu'il soit payant. C'est très difficile de valoriser une formation. La plupart des gens, pour eux, c'est un dû. Pour apprendre à utiliser l'outil, ils ont besoin d'une formation et puis, d'une certaine manière, c'est un peu magique un outil, c'est censé faire tout, tout seul. Donc c'est hyper important d'avoir, un onboarding qui soit payant, qui soit au juste prix, et que ce juste prix, ils y prennent en compte le fait d'apprendre à utiliser un outil, le fait de monter en compétences et le fait d'être capable de se fixer des objectifs et de les tenir à terme. Et l'accompagnement, vous avez déjà pensé en onboarding, vous avez déjà pensé à le faire en automatisé ou ça restera humain parce que c'est une étape charnière? Il y aura forcément, un accompagnement humain chez nous. Si ça devait être complètement automatisé, ce ne serait pas, sur notre produit tel qu'il est actuellement, parce que c'est un produit qui est complexe. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc pour nous, le contact humain est hyper important. D'autant plus que et j'en ai pas parlé, mais c'est un point qui est essentiel, chez nous, l'onboarding, il sert également à favoriser, le stickiness. Ce fameux terme anglais Évidemment. qui, pousse alors il y a une question d'adoption, mais il y a également une question, de connexion entre Pleddy et un maximum d'outils extérieurs. Et donc pour ça, même si enfin, comme nos clients sont plutôt des petites entreprises, on est plutôt sur la PME comme je te le disais, ils ont pas forcément un développeur en interne qui peut les aider à faire des connexions. Donc nos échanges sont hyper importants à ce niveau-là. OK. Tu en as parlé rapidement, mais j'aimerais bien qu'on revienne, dessus. Les étapes de l'onboarding, donc pendant ces 6 semaines, il se passe quoi côté onboarding, côté département onboarding? On va préparer notre, kick-off en se renseignant, en faisant un échange avec le sales et en se renseignant, sur la boîte, en jetant un coup d'œil sur son site internet notamment. Ensuite, on va échanger avec notre client, sur une trame qui est conçue pour, laisser beaucoup parler le client et présenter ce qu'on va faire et les différents rendez-vous. On va avoir un Ensuite, on va expliquer également notre méthodologie, le fait de recevoir de la vidéo en amont de chacun des échanges et de privilégier l'échange
après visionnage des vidéos, ce que je te disais tout à l'heure. Et puis on va également leur dire qu'il y a plein de moments où on peut se parler, pas de manière, pas de manière aussi processée. C'est-à-dire que lorsque on a un rendez-vous, qui est un rendez-vous questions-réponses, qui peut être sur l'outil, mais qu'on peut également dédier à un échange avec leurs commerciaux, par exemple. Et ce qu'on remarque beaucoup chez nos clients, c'est que l'alignement entre les commerciaux et le marketing est essentiel pour permettre aux marketeurs de bien comprendre quelles sont les attentes des commerciaux, mais également du coup des leads, du prospect final. Euh, et donc, le simple fait de proposer cet échange apporte énormément de valeur à notre client parce que très souvent, en fait, il ne prend pas l'initiative. C'est compliqué en interne de prévoir l'échange. Et le fait que ce soit une personne extérieure à l'équipe marketing qui va venir apporter, expliquer à quoi sert l'outil, c'est une démarche qui est très pédagogique. Donc, on a un rendez-vous qui peut être très modulable. Je te donne un exemple, mais on peut le faire avec plein d'autres choses. Du coup, notre premier rendez-vous est un kick-off. Notre deuxième rendez-vous est un moment où on va faire toute la partie setup plutôt technique, le fait de mettre en ligne les formulaires sur le site internet, par exemple, la connexion avec le CRM, ce genre de choses. Notre troisième rendez-vous, c'est un rendez-vous sur les contenus, comment on va utiliser la partie contenu de Plaidy. Tout est dit dans les vidéos et du coup, l'enjeu du rendez-vous, c'est plutôt d'aider notre client à identifier les contenus qu'il existe, qu'il a en interne, mais qu'il n'a pas pensé à utiliser. On va avoir un troisième rendez-vous de questions-réponses, donc très ouvert, qui parfois est très technique, qui parfois au contraire est très stratégique. Et enfin, on va avoir un échange avec, sur la dernière partie de Plaidy, qui est toute la partie automatisation. Et D'accord. lorsque tous ces rendez-vous sont finalisés, on liste l'ensemble des fonctions qui ont dû être mises en place pour savoir si notre client est prêt à être passé à l'équipe CSM ou non. Et comment toi, en tant que Head of CS, tu sais qu'un onboarding manager a bien fait son boulot? Je vais, à l'issue du dernier rendez-vous, il y a un mail, une proposition de notation, De de l'onboarding manager? l'onboarding. Alors pas tellement du manager, mais de l'onboarding de manière générale, et à peu près 50 de nos clients le remplissent. Notre taux de satisfaction sur les 50, il est, supérieur à 8/10. Sur les 50 autres, on essaie de les avoir par téléphone ou d'avoir un échange avec le CS pour, comprendre pourquoi il ne l'a pas fait et s'il avait des choses qu'il osait pas dire. C'est souvent ça, hein, les gens qui remplissent pas. Bien sûr. Donc ça, c'est ma première mesure. Ensuite, on a la liste des, fonctions qui doivent avoir été mises en place. Typiquement chez nous, il faut que les formulaires soient en ligne, qu'il y ait un lien tracking et cetera. Les must-have. Exactement, donc tout ça, on va le checker et lors de chacun des échanges, donc que ce soit lors du kick-off, puis au moment d'un des rendez-vous, puis au moment de la passation, la personne qui est face au client fait, ce qu'on appelle chez nous un forecast. Donc il va estimer le pourcentage de chance qu'à l'issue de l'année, le client renouvelle avec nous. Donc pour ça, on a une grille avec, 5 critères principaux. C'est sur 100 points et donc entre 0 et 100, on estime de 10 en 10 si ça va renouveler ou pas. Et du coup, on suit ces notations semaine après semaine et mois après mois, voir, si à terme le renouvellement se fait tel qu'on l'avait anticipé. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. En fait, je suis vraiment contente parce que je pensais que tu adresserais des questions, enfin des points, pardon, comme le time to value, time to first, tu vois? Ce genre de choses qui sont finalement des choses assez connues, mais qui sont hyper galères à mettre en place, qui sont, très sacralisées, mais finalement, qu'est-ce que tu fais de cette mesure-là? Pourquoi? Comment? Et je suis vraiment, je suis rassurée, heu, de savoir que, finalement, à la fin, tu utilises quand même des mesures ou des éléments qui sont actionnables. Ouais. C'est quand même ça le plus important. Les 2 rendez-vous, les 2 supports que tu as vraiment évoqués sont la vidéo et les rendez-vous, humains, on va dire. Mmh. Est-ce que tu as réfléchi à avoir d'autres formats de rendez-vous? Ou est-ce que, ou d'autres formats d'éducation comme les GIFs pardon, les trucs Ah, il paraît que quand on utilise un GIF, on est un boomer, hein, je te c'est vrai? ma petite sœur qui dit à 18 ans m'a dit, OK. «Alors si je vois un GIF, je sais que la personne est née, dans les années 90». Donc nous, on alors à l'heure Fail. actuelle ouais.
et love. À l'heure actuelle, on est plutôt dans une, on essaye, enfin on essaye, on est en train de mettre en place un site internet uniquement dédié à de la formation, sur lequel tu vas retrouver, chacun de nos cours sous forme de donc de leçons, chacune des leçons étant une vidéo et qu'on va enrichir avec, des conseils et des liens vers, les nos articles de blog. Parce que notre équipe market fait un super boulot sur le blog et donc on fait un maximum de liens. On va également avoir ça c'est le notre enjeu principal, ça serait de mettre nos clients, qui le souhaitent sur cet onboarding avec, en fait, où ils iraient à leur rythme. Ils suivraient toute la mise en place du produit à leur rythme et c'est eux qui, nous demanderaient des rendez-vous, puisqu'à chaque fois, il y aura un lien vers des différents calendly, de différents onboarders. On le teste là où on commence à le tester au cours du mois de mars et avril et à l'issue de ça, on verra si c'est quelque chose qu'on peut industrialiser ou sur lesquels il faut qu'on bosse encore. Et ce site-là, il a été fait, quelle a été la motivation pour créer ce site? C'est de se dire que nos rendez-vous, on veut qu'ils soient stratégiques, donc on veut parler du client sur des Mmh, sujets qui soient uniques et spécifiques à notre client, plutôt que de parler de l'outil. OK. Et donc toute la mon J'ai il y a de la matière, en fait et donc on veut, lui permettre d'avoir accès à un maximum de matière seul, de monter en compétence sur des aspects simples, hein. On parle pas de trucs très compliqués, mais quelqu'un qui veut savoir, si sa stratégie d'emailing, elle est bonne, bah, il a besoin de savoir, quels sont les chiffres, le benchmark en bien termes de sûr. taux d'ouverture et de taux de clic. Mais il y a des chiffres pour ça. J'ai une dernière question et après j'arrête. On parle beaucoup de la friction entre les différents départements et la difficulté que ça pourrait avoir pour le client de passer du commercial au CSM et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la principale raison pour lesquelles les organisations CSM ne prennent pas d'onboarding manager. Ils veulent réduire la friction. Comment vous vivez cette, friction, vous, chez Pledzi, le client, le prospect qui est chez le commercial, puis chez l'onboarding manager, puis chez le CSM? Comment vous arrivez à justifier ça et est-ce que c'est un problème pour vous? La raison pour laquelle, à la base, on a mis en place un onboarding manager, c'est parce que, nos clients, lorsqu'ils démarraient avec nous, le temps, d'adoption de l'outil ayant énormément de fonctionnalités, le temps d'adoption était tellement long que finalement, on pouvait quasiment passer une année complète à avoir des échanges autour de la formation, donc d'être chouchoutés. Du coup, le deal, c'est qu'avec l'un de leurs onboarders, ils sont effectivement un peu chouchoutés et à un moment, on acte le fait qu'ils sont capables, ils ont les compétences et qu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes, ils peuvent y aller. Sinon, le risque, c'est qu'ils continuent à avoir besoin d'une béquille tout au long de l'année. Je suis Heu, d'accord. donc c'est la raison principale pour laquelle on a mis en place, ce système d'onboarding puis CS. En revanche, on s'est évidemment heurté à toutes les difficultés que tu évoquais, de communication et cetera. Ce qui a mené, le projet que j'ai eu cette année, ça a été de mettre de la confiance entre les équipes, d'apprendre chacun devait apprendre à bosser les uns avec les autres. Donc on a fait plusieurs échanges, non pas qu'il y avait un problème de compétences, mais il y avait un problème de confiance. À quel moment, est-ce que ce que tu me transmets, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que tu as bien compris ce que j'allais faire derrière? Et du coup, on a fait 2 choses. D'abord, des échanges, en off-site où, on a eu une super consultante qui nous a aidés à expliquer quelles étaient les peurs, quels étaient les problèmes qu'on avait rencontrés. Puis un deuxième où on s'est mis les uns à la place des autres et on a fait plein d'exercices qui étaient d'ailleurs pas seulement onboarding CS, qui étaient, pour les uns et les autres se mettre à la place du client, d'un support, d'un CS onboarder et de se trouver dans une position, il fallait négocier un renouvellement. Pour les onboarders, c'était bien de voir ce que c'était qu'une vie de CS, qu'il fallait expliquer des problèmes. Pour les CS, c'était bien de voir ce que c'était qu'une vie de support et cetera et cetera. Moyennant quoi, on est sorti de là en se disant: «Mais en fait, je suis capable de faire les 3 choses. Je suis capable de parler à un client, quelle que soit ma position et les 2 autres sont capables aussi». Puisque un Oui. coup, je joue avec le client, un coup, je joue à l'onboarder et cetera. En fait, tu as plus de contexte sur ce que fait l'autre et donc tu sais quelle information est importante. Exactement. D'accord, OK. Et enfin, on a fait une formation marketing pour l'ensemble de l'équipe et donc tout le monde est monté en compétences d'un point de vue marketing et ça a mené également pas mal de questions. Ça a aussi mené à une révision de notre manière de faire des QBR et une fois que cet aspect QBR sera réglé, c'est-à-dire d'ici un mois, ça sera du côté d'onboarding qu'on va appliquer ça. Top. Merci beaucoup. C'était Je vais cool. couper.